Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours des théories de la communication que j'ai le plaisir de vous présenter. Je m'appelle Dr Albert Mendy, je suis professeur de communication à INSUP Afrique et j'y suis depuis 2017. Alors, ce cours des théories de la communication, comme c'est présenté dans la plateforme, c'est un cours de 30 heures, surtout pour les étudiants qui sont en licence 1. Journalisme communication et les étudiants qui sont dans la filière marketing communication. Pour les autres filières, c'est-à-dire management, administration des entreprises et gestion des ressources humaines, le cours est un cours de 30 heures. On ne peut pas ne pas communiquer, mais cette citation est de Paul Václavic de l'école de Palo Alto. Il n'est pas possible de ne pas communiquer. C'est l'un des grands axiomes de la communication définie par l'école de Palo Alto par surtout Paul Václavic. Mais quel est ce principe? Et dans nos problèmes de communication aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique? L'impossibilité de ne pas communiquer, on peut en effet considérer que le comportement que nous avons a une valeur de message. Tenez, un soupir, un regard, parfois, une intonation dans la voix donne un sens à un message. Même sans parler, tous nos comportements sont une forme de communication. Et il n'y a pas de non-comportement. Le comportement n'a pas de contraire. Il n'est donc pas possible de ne pas communiquer. Même celui qui ne veut pas communiquer. L'axiome décrit plus haut, on ne peut pas ne pas communiquer, n'est pas que théorique, mais a pu aider les psychologues et les médecins à comprendre certaines maladies comme la schizophrénie. Comme l'indique Paul Václavic, ces malades, ceux qui sont schizophrènes, ces malades font comme s'ils s'efforçaient de nier qu'ils communiquent. Mais, comme nous l'avons vu, il n'est pas possible de ne pas communiquer. Les schizophrènes se trouvent ensuite dans l'obligation de nier aussi que leur dénégation elle-même puisse être une communication. Alors, c'est très important de s'arrêter à ce niveau-là. On reviendra sur cet axiome de Paul Václavic plus tard. Une autre chose que je vais aborder avec vous, c'est la déformation de la communication. Pourquoi nos messages se déforment? Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis. Actuellement, je suis dans une position d'émetteur en tant que professeur. Vous, chers étudiants, vous êtes dans la position de récepteur. C'est vous qui recevez le message. Par l'expression tout d'abord entre ce que nous voulons exprimer et ce que nous arrivons à dire ou à écrire, il peut exister un décalage dû au fait que nous ne trouvons pas les termes exacts pour exprimer notre pensée. Ce que nous disons n'est pas forcément ce que nous voulions transmettre initialement. Ensuite, le codage, c'est-à-dire les mots que nous utilisons, les termes, notre langue. Quand nous utilisons ces mots, ce sont des mots qui sont codés, le code de langage. En premier lieu, au moment de la conception du message, il permet de formaliser notre perception de la réalité. À un second niveau, il intervient pour communiquer. Entre ces deux codes, une partie du message originel est perdue. C'est-à-dire, moi, en tant que émetteur, je sélectionne ce que je dois dire. Donc, le fait de sélectionner, forcément, je vais laisser de côté des parties de mon message et je peux utiliser que des mots-clés pour essayer de transmettre mon message. Maintenant, au niveau du récepteur, entre ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez et ce que vous retenez, il y a aussi des pertes. La réception du message par notre interlocuteur n'est jamais totale. Il va sélectionner les informations en fonction de ce qu'il comprend de notre système de codage et en fonction de sa propre conception de la réalité. L'écoute. Notre interlocuteur peut donner des signes d'écoute alors même que son attention ne peut être ni constante ni soutenue. Enfin,
Le cadre de référence est sans doute le plus grand pourvoyeur de distorsion. Ce cadre est fait des idées, du savoir, des normes, des valeurs, de l'expérience, du vécu de chacun d'entre nous. Tout ce que nous recevons comme information est filtré par ce cadre. Donc, vous voyez, entre moi qui suis émetteur et vous qui êtes récepteur, entre ce que je dois dire, ce que j'ai prévu de dire et ce que je dis effectivement, et ce que vous recevez comme message et ce que vous retenez, il y a au moins 10 possibilités de ne pas se comprendre. Parce que le message, il y a une distorsion au niveau du message. Pour bien communiquer, savoir bien communiquer, ça s'apprend. Il est préférable d'éviter les techniques toutes prémâchées, vous assurant un succès miraculeux. Pour commencer, il faut avoir une meilleure connaissance du processus de communication grâce à l'intégration d'outils, de concepts et d'attitudes développés au fil du temps par des chercheurs et des thérapeutes qui ont mis l'accent sur ce qui fonctionne. Et c'est pour cela que dans ce cours, je vais vous apprendre à comprendre les différences entre interlocuteurs. Vous saurez comment utiliser des attitudes et des stratégies qui vous permettront de mieux communiquer avec l'autre. Alors, ce cours, l'objectif de ce cours, c'est le moment de vous présenter un peu l'objectif de ce cours, comme si c'était le syllabus, comme on dit. C'est le document qui permet aux professeurs de présenter le cours, de parler des objectifs du contenu. Alors, l'objectif de ce cours vise à donner aux étudiants un panorama des principaux cadres conceptuels et objets d'étude qui ont constitué le champ de la communication. En tant que cours théorique, il vise aussi à sensibiliser les étudiants au rapport étroit qui lie théorie et pratique de recherche, c'est-à-dire au rôle et à la place de la théorisation dans la compréhension des phénomènes de communication. Quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours? À la fin de ce module, vous, étudiants, vous devrez être en mesure de comprendre les concepts de base dans l'étude de la communication, leurs origines et leurs applications. Deuxième point, reconnaître les diverses manifestations des courants de pensée qui façonnent les théories de la communication, les théories contemporaines de la communication. Identifier, en troisième lieu, les forces et les limites propres à chacune des approches abordées. Quatrième objectif pédagogique, comprendre les rapports étroits qui lient théorie et pratique de recherche, c'est-à-dire au rôle et à la place de la théorisation dans la compréhension des phénomènes de communication. Développer une attitude critique face aux théories de la communication, être capable de les appliquer à des situations de communication réelles ou fictives, appropriation par la personnelle ou en groupe des concepts et des approches. Alors, dans le contenu de ce cours, vous avez un premier chapitre où je vais vous faire disons, une clarification des concepts. C'est pour ça, dans ce chapitre, on parle de généralité conceptuelle. Ce chapitre est divisé en deux parties. Une première partie où on va aborder les notions de communication et une deuxième partie où on va aborder les notions de théorie. Vous avez vu en détail dans chaque partie comment ces parties sont structurées. Je peux noter juste au passage que dans les notions de théorie, il y aura cette partie qui concerne la problématique et les hypothèses. On ne peut pas être dans la théorie sans avoir de problématique. On ne peut pas être dans la théorie sans avoir de concept ou de modèle. Voilà. Dans le deuxième chapitre, on va aborder les théories classiques de la communication. C'est le cœur même de ce cours, c'est-à-dire on va aborder les différents courants de pensée qui existent. On ne pourra pas tous aborder tous les courants de pensée. On abordera peut-être surtout trois courants, le courant fonctionnaliste,
le courant cybernétique et le courant structuraliste. C'est la différence entre ces deux courants, c'est au niveau de l'approche, au niveau aussi des théoriciens qui portent ces courants, qui ne sont pas de la même formation scientifique. Alors, au niveau des méthodes pédagogiques, pour chaque cours théorique, il y aura un petit groupe de 4 étudiants qui sera chargé de faire la synthèse du cours précédent. Cette participation de chacun va permettre à chaque étudiant de pouvoir s'approprier de manière active ce cours. Afin d'atteindre les objectifs spécifiques et pédagogiques de ce cours, les étudiants devront aussi réaliser des travaux dirigés pour montrer leur compréhension des théories de la communication au quotidien. Alors, en introduction de ce cours, je voudrais juste vous camper le sujet, amener le sujet. La théorie de la communication, ou bien, si vous préférez, les théories de la communication, sont assez anciennes. Aussi anciennes que la réflexion sur la connaissance, sur le savoir et les conditions de leur transmission. La parole, l'écriture, le texte et le livre ont conduit les philosophes, les théologiens, les écrivains, mais aussi les maîtres et enseignants sur le chemin de cette inévitable réflexivité. Comment les choses se transmettent-elles? S'enseignent-elles? Et au fond, comment se communiquent-elles? Voilà une question aussi vieille que la mise en relation des valeurs communes entre plusieurs individus ou entre plusieurs groupes. Eh bien, depuis quand les choses ont commencé? C'est au 19e siècle que l'avènement des grands médias de masse, des écrans au sens moderne du terme, puis de l'ensemble des réseaux informatiques, va engager des chercheurs à mener des travaux dans un souci scientifique de formalisation de la réflexion sur la communication, jusqu'à les inciter, au cours des 20e et 21e siècles, à fonder le champ des disciplines digitales, de la cybernétique à la grande conversion numérique. On parle à partir de ce moment du début des premières recherches à prétention scientifique sur la communication. Ils avaient alors pour objectif de formaliser et de modéliser la relation homme-machine entre les ordinateurs naissants et leurs utilisateurs en théorisant et en conceptualisant la communication afin de l'inculquer aux ordinateurs, et les théories développées ont cherché à réduire la communication humaine à la communication machine. Certains chercheurs en sciences sociales se sont détournés de cet objectif après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont intéressés à l'influence des médias sur les gens et à l'usage que les gens en font. Et c'est à ce moment qu'on parle de printemps des sciences sociales, qui va donner naissance aux théories de la communication. Voilà pour camper le sujet, pour vous montrer un peu comment les choses ont démarré. Alors, on va s'arrêter là pour ce chapitre. Et avant de passer au deuxième chapitre, où on va voir l'histoire des médias, j'aimerais vous poser deux questions pour mener une première réflexion. La première question que je vous pose et qui va vous pousser à faire un travail de réflexion, qu'est-ce que les médias font aux gens? C'est-à-dire, il s'agit de l'influence des médias. Vous aurez peut-être une semaine pour pouvoir réfléchir autour de ça et puis poster cela sur la plateforme. Deuxième question, que font les gens des médias? C'est-à-dire, quel usage les gens, quelle utilisation les gens font-ils des médias? Et c'est très important de mener ces deux réflexions. Alors, il faut se placer au niveau du fait que, par exemple, votre expérience personnelle, est-ce que vous êtes capable de vivre 24 heures sans médias? Observez ce qui se passe autour de vous. Observez comment vous réagissez, comment vous utilisez les médias, et vous allez pouvoir répondre sur une seule page. C'est une réflexion. Vous allez réviser. Merci beaucoup.